C'est toujours un plaisir d'être avec vous tous les jours à partir de 13 heures sur la télévision républicaine. Mesdames et messieurs, c'est votre émission. On refait la presse, cette émission qui nous permet de décrypter l'actualité nationale et internationale. Nous revenons sur les informations traitées par nos confrères de la presse écrite. Et pour le faire, nous sommes sur le plateau avec nos invités, des journalistes, directeurs de publication et même des spécialistes de certaines questions d'ordre politique, sportif et même dans la société. Mesdames et messieurs, pour ce jeudi 5 janvier 2023, nous avons sur le plateau notre cher Serge. Bon après-midi et bienvenue. Merci Pierre Bertrand et merci Pierre Bernard. Pierre Bernard, voilà. C'est les conséquences de la transition aisée. Donc, je voudrais te dire bonjour à tous les téléspectateurs de CAM10. C'est un plaisir renouvelé pour cette nouvelle année et l'occasion s'y prête encore pour présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2023 à tout le personnel et à tous les téléspectateurs de CAM10. Entrons avec l'adresse du président de la République le 31 décembre à la Nation. Vous avez écouté le chef de l'État. C'est une obligation professionnelle. En tant que journaliste, et vous avez retenu beaucoup de choses. Bon, si deux c'est beaucoup, j'ai retenu deux choses, deux grands points de ce discours. Le président de la République annonce la poursuite de la lutte contre la corruption. Il a peut-être souvent dit, mais lorsque c'est dit à côté de la possibilité d'une augmentation des prix des produits pétroliers, je voudrais voir un mariage pour essayer de diluer et atténuer les conséquences qu'il pourrait avoir d'une situation ou d'une autre. C'est-à-dire qu'un événement peut couvrir un autre. Le chef de l'État annonce qu'il est possible d'augmenter les prix des produits pétroliers. Et la question c'est, est-ce que le Cameroun peut échapper à cette augmentation en 2023 lorsqu'on regarde ce qui se passe dans d'autres pays? Si le chef de l'État l'a dit, je crois qu'il faut être prêt psychologiquement. La poursuite de la lutte, et d'ailleurs aujourd'hui encore on parlait de la résiliation de certains contrats McGill et tout ça, on se rend compte qu'il y aura quand même un acte posé pour passer des paroles aux actes du chef de l'État. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Avant la suite, il est préférable que nous prenions d'abord la transition pour aller en kiosque, voir ce que nos confrères de la presse écrite nous ont proposé aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On commence avec la rubrique en kiosque avec le journal La Voix des décideurs. Nous aurons justement Sweety. Commencer avec ce numéro, La Voix des décideurs, enquête spatiale, l'appel de Paul Biya aux grandes puissances. C'est la grande une du journal. La voix des décideurs plaidant en faveur de la création d'un marché africain des capitaux. Le chef d'État camerounais en visite de travail aux États-Unis à l'occasion du sommet des leaders États-Unis-Afrique a exprimé son intérêt pour le spatial. Cet architecte discret de la révolution du continent voudrait justement que les regards soient désormais tournés vers l'Afrique pour que l'Afrique ait une voix au soleil. Ça, c'est à lire dans le journal La Voix des décideurs de ce jeudi 5 janvier 2023. La suite, c'est avec le quotidien national Cameroun
Tribune qui titre aujourd'hui Reconstruction de l'extrême nord. Le chantier est vaste. Le président de la République a rappelé le 31 décembre dernier l'urgence de construire diverses infrastructures socio-économiques et de mener des projets d'envergure pour relever cette région longtemps en proie à l'insécurité et toujours victime de catastrophes naturelles. A donc approché par Cameroun Tribune, le coordinateur du programme spécial dédié à cette mission, a dit Magra Massaou, qui revient sur les défis à relever et les chantiers urgents à réaliser au niveau de la page 2 du journal de Marie-Claire Nana de ce jour. La suite de la lecture des une des journaux en kiosque, c'est avec le journal L'Info à chaud, veut au chef de l'État Paul Biya demain 38 personnalités attendues au palais. C'est à lire au niveau de la page 5, au niveau de la page 5 avec les nouvelles structurations. Les choses ne seront plus comme par le passé ou alors la structuration a un tout petit peu changé cette année. Les détails, c'est dans le journal Info à chaud de ce jeudi. Un autre journal en kiosque, c'est le journal Essingan, Fortune publique, les prédateurs voués à l'enfer. Dans son adresse à la nation le 31 décembre 2022, le président de la République, Paul Biya, s'est voulu menaçant contre tous ceux qui attendent justement à la fortune publique, rappelant sa détermination à leur faire payer leurs dérives de gouvernance et les actes de criminalité financière et économique posés. Le chef de l'État a surtout appelé les Camerounais et les Camerounaises à se mobiliser chacun, à contribuer à la lutte contre l'enrichissement illicite et sans cause. Un autre journal en kiosque ces jours, c'est le journal Réalité Plus de Paul Ngwaré Ekindi qui écrit Fête de fin d'année 2022, circulation fluide. Merci aux policiers. À pas un carrefour sans policiers qui dirigent la circulation dans les grandes villes du Cameroun. Ils étaient en surnombre durant le mois de décembre 2022. Le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, a pris d'importantes mesures pour que ces éléments travaillent d'arrache-pied pour lutter contre les embouteillages. Retour sur la circulation dans les rues de Yaoundé. Au cours des récentes semaines, les populations ont fortement applaudi le déploiement des policiers. Les détails, c'est dans le journal Réalité Plus de ce jour au niveau des pages 2 et 5 au pied. Le journal nous amène à Bamenda pour nous faire savoir que près de 500 personnes étaient donc réunies chez le gouverneur Adolphe Lélé Lafrique pour suivre le discours du président de la République Paul Biya. Ils sont venus des différentes couches sociales pour écouter puis commenter l'adresse du chef de l'État à la nation le 31 décembre 2022. Le gouverneur Adolphe Lélé Lafrique a saisi l'occasion pour exhorter tous ceux qui sont en brosse de sortir sans délai du maquis pour venir construire le nord-ouest. Un autre journal en kiosque à ce jour, c'est le Reporter Hebdo, visite de travail du MINDEF à l'Est, une pratique républicaine, honorer la traditionnelle visite de travail du ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betia Somo, dans la région du Soleil Levant, fait partie des pratiques et coutumes déjà établies au sein de la hiérarchie militaire camerounaise. Les détails au niveau des pages 3 et 4 du journal, le Reporter Hebdo de ce jeudi 5 janvier 2023. En kiosque également, le journal L'Élite qui écrit message du président Paul Biya à la nation, le décryptage du professeur Jarfam Dongo autour de 5 ars majeurs, le secrétaire à la communication
du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, membre du bureau politique du dit parti, décline sous l'intitulé Le seul combat qui vaille le tracé des voies du président et du futur dévoilé par monsieur le président de la République, son Excellence Paul Biya, à l'occasion de l'important message à la nation le 31 décembre 2022 pour le sémiologue, le chef de l'État, comme à l'accoutumée, s'est montré percutant et proactif. Aucune préoccupation fondamentale de ses concitoyens, toutes straites socio-professionnelles et générationnelles confondues, n'a été occulté. C'est à lire dans le journal L'Élite de ce jour. Un autre journal en kiosque, c'est La République qui écrit faux rapport sur les actions de la route en 2022, publié en grande une par le journal Émergence dans son édition du janvier dernier. Le bilan de 3000 morts sur les routes en 2022, allégué sans fondement aucun, est tout naturellement faux et purement faux. C'est à lire dans le journal La République de ce jour. Le journal Émergence de ce matin écrit accident de la route, pas de rapport du Minitransport faisant état de 3000 morts en 2022. C'est la substance de l'information contenue dans le droit de réponse adressé à la rédaction par le ministère des Transports. La rédaction présente ses sincères excuses au ministère des Transports et au gouvernement de la République pour des informations non fondées publiées dans notre édition du 4 janvier 2023. Lisons au niveau de la page 3 du journal Émergence de ce jour. Un autre journal en kiosque, c'est le journal Sans détour qui parle également des accidents de la route. Moins de 963 décès en 2022 selon les indicateurs. Cette information est alliée dans le journal Sans détour qui revient sur le bilan annoncé par certains journaux, le bilan des accidents sur la route en 2022. Et au pied, le journal n'a pas manqué de revenir sur l'an 22. Paul Biya gagne le pari des travaux publics. Un autre journal en kiosque, c'est le journal Génération Libre, le bi-hebdomadaire d'information générale écrit stratégie de réduction des accidents. L'exemple du Cameroun fait tache d'huile en Afrique, selon les données fournies par le ministre des Transports, Galé Bibéré, au cours du dernier conseil de cabinet à l'auditorium des services du Premier ministre le 29 décembre 2022. Le bilan et les perspectives de la stratégie de réduction des accidents de la route faisaient comprendre que la route tue de moins en moins au Cameroun. Un autre journal pour sortir, c'est le journal Le Soir dans l'édition spéciale Sécurité routière, contrairement aux affabulations d'une certaine presse qui attribue au ministère des Transports un pseudo-rapport sur l'état des accidents sur la voie publique en 2022. Il n'en est rien selon des informations obtenues auprès de certaines sources crédibles. Le taux d'accident est considérablement en baisse. C'est à lire dans le journal Le Soir. Un autre journal, c'est Le Jour qui écrit hausse de prix, timbre fiscal, les usagers sous le choc effectif depuis le 1er janvier 2023. Le nouveau tarif de cette marque officielle suscite des déboires auprès des citoyens qui sont contraints de s'y plier. Un autre journal en kiosque, L'Essentiel, parle des droits universitaires. En tout cas, le journal titre Université d'État, droit inchangé à 50 000 francs CFA. C'est ce qu'on peut retenir du communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur.
et le journal en a fait écho ce jour. Un autre journal en kiosque, c'est Forum Libre qui nous parle de l'élection à l'ordre des médecins du Cameroun. Docteur Théodate Manga démontre les irrégularités. On se souvient que les élections devraient se dérouler le 29 décembre 2022. Malheureusement, ces élections, alors l'élection a été reportée pour des irrégularités dont le journal Forum Libre traite aujourd'hui. C'est pour revenir sur le plateau et continuer justement avec l'émission. Et on continue avec Alain Amasoka. Il est journaliste indépendant sur notre plateau cet après-midi. Alain, bon après-midi et bienvenue. Merci Pierre-Bernard, merci de m'inviter. Vous me permettrez de relever que je porte le deuil d'un parent d'un de nos confrères, Thierry, donc pour ne pas le citer, donc, qui a perdu son père et dont les obsèques commencent aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir quand même de venir sur votre plateau, parce que toutes les questions qui concernent la presse nous intéressent particulièrement. En tout cas, moi j'ai une sensibilité assez élevée sur le métier qui est le nôtre, pour dire un ensemble des choses que peut-être beaucoup de téléspectateurs, beaucoup de Camerounais ne savent pas. Nous avons eu le privilège d'apprendre ce métier, de l'avoir pratiqué, et nous pensons que nous devons garder les classiques fondamentaux de ce métier, le dire aux Camerounais comment ça se passe, comment ça fonctionne, et surtout les éclairer pour qu'ils s'éloignent des dérives. Merci encore pour votre invitation. Merci infiniment. Également sur le plateau, Sa Majesté, bon après-midi et bienvenue. Il communique pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bon après-midi et bienvenue. Merci, bon après-midi à vous. Merci de nous avoir invités. C'est donc avec toujours beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons ici pour donner, n'est-ce pas, des informations à l'opinion publique nationale et internationale par rapport aux différentes activités de l'actualité nationale. Vous avez écouté votre champion le 31 décembre dernier. Oui, avec beaucoup de plaisir et toujours avec un certain entrain. Et vraiment, c'est une source de sagesse, une véritable source de sagesse, une source de tempérance, une source de tolérance et une source véritablement de modération. Je crois que lorsque vous avez suivi ce que le président Paul Biya, son Excellence Paul Biya a dit, il a d'abord fait le discours par rapport à l'actualité et à l'environnement international, parce que l'environnement international, c'est un impact sur le développement de ce qui se passe dans nos pays. Alors, au niveau mondial, le contexte mondial que nous vivons est un contexte de crise. Une crise énergétique, une crise alimentaire et une crise financière. Donc, il était important, n'est-ce pas, pour fixer le cadre de vie dans lequel se trouvent les Camerounais, de se référer, n'est-ce pas, à ce qui se passe au niveau mondial. Au niveau mondial, le monde est menacé de manière diverse par les différentes crises que je viens d'évoquer. Et nous sortions d'abord de la crise de la Covid, qui n'était pas totalement finie, avec les effets, avec les effets, n'est-ce pas, de ralentissement de la vie économique. Et si tu sortis de cette crise, nous sommes entrés dans une autre crise, celle de la guerre russo-ukrainienne, qui a un impact, n'est-ce pas, sur le développement de toutes les économies au monde. Alors, il était nécessaire, c'est la raison pour laquelle il était nécessaire, n'est-ce pas, de faire allusion à cette inflation mondiale, parce que l'économie mondiale est d'abord en inflation. Toutes les grandes puissances économiques qui évoluent sont effectivement en train de vivre, n'est-ce pas, l'inflation. Plus près de nous, ici en Afrique. Ici en Afrique, nous sommes en pleine inflation. Et le gouvernement de l'État du Cameroun a tout fait, n'est-ce pas, de pouvoir maîtriser cette inflation qui est quand même grande, parce que lorsqu'on prend le Nigeria ici à côté de nous, le Nigeria est à plus à près de 18% d'inflation, le Ghana est à 23%, la Tunisie était à 57-58% il y a de cela quelques mois, et l'Afrique du Sud est à une dizaine de pourcentages. Donc presque toutes les économies du monde sont impactées par ce qui se passe au niveau mondial. C'est pour cela que le Cameroun
qui fait également partie du monde, ne pouvait pas échapper à cette crise mondiale. Quand vous parlez des pourcentages, les Camerounais ne comprennent pas très bien. Ces Camerounais-là voudraient bien comprendre comment on cite certains pays autour de nous, ici même en Afrique centrale, où les prix, parlons des timbres, c'est pour parler de la une du journal Le Jour qui annonce justement que le prix a été revu à la hausse, 1500. Par contre, dans certains pays, ce n'est pas le même prix. Oui, tout à fait. Dans certains pays, vous faites bien, n'est-ce pas, de le relever. Au Gabon, par exemple, c'est à 2000 ou 2500. Merci de nous rappeler ça. Au Sénégal, c'est pratiquement à 3000, de même que en Côte d'Ivoire, dans les pays qui ont pratiquement le même niveau de développement que nous, à la limite. Et nous nous rendons compte que là-bas, les thèmes sont beaucoup plus chers. Ça veut dire que ici, au Cameroun, le gouvernement s'est arrangé, n'est-ce pas, ce que le thème ne dépasse pas pour l'année qui commence, n'est-ce pas, 1500 en ce qui concerne les thèmes fiscaux, en faisant des modulations sur un certain nombre, Mais le n'est-ce pas, SMIC également diffère. Oui, le SMIC également diffère et vous comprenez, nous sommes ici encore, je crois que le ministre du Travail, parlant des SMIC en fin de l'année, lorsqu'il avait rencontré les différents syndicalistes et les différents syndicats qui lui avaient posé effectivement le problème du SMIC qui est posé quotidiennement. Et il avait effectivement dit que le SMIC pouvait évoluer, n'est-ce pas, en fonction de la possibilité, en fonction des disponibilités, en fonction de ce que l'économie camerounaise pouvait générer. Et je crois que nous sommes sûrs que les syndicalistes du Cameroun et le ministre du Travail vont finir, n'est-ce pas, par trouver un montant qui puisse arranger les Camerounais, qui puisse sans doute, n'est-ce pas, être certainement meilleur que celui qui est là actuellement. Mais Serge, comment comprendre donc la une du journal Le Jour qui titre le choc des usagers? Pourtant, il explique clairement qu'ailleurs, c'est même plus coûteux qu'au Cameroun. Tout à fait. Je n'ai pas envie d'expliquer la une du quotidien Le Jour. Je ne fais pas partie de l'équipe éditoriale, mais je peux comprendre le choc ou alors l'esprit de cette une. Vous voyez, Majesté dit qu'en attendant qu'on trouve les moyens d'ajustement du SMIC au Cameroun, ça reste d'abord comme ça, mais on augmente le prix du timbre. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ce qui devait d'abord être fait, c'était justement cette augmentation-là, et puis maintenant augmenter. Voyez-vous, les dossiers d'examen de 2023 vont être déposés dans quelques jours. J'ai vu la lettre du ministre délégué auprès du ministre des Finances qui disait que les télédéclarations doivent être faites au plus tard le 31 décembre pour les chefs d'établissement qui ont collecté les dossiers déjà à cette date. Mais vous imaginez bien que celui qui n'a pas déposé à cette période subit d'abord les 500 de hausse du timbre, en plus des pénalités de l'office du bac. Il faut dire que ça n'a pas changé. Maintenant, il y a le concours de la police. Je prends un petit exemple. J'ai rencontré un candidat qui disait, dans le document, le texte qui lance le concours, on dit que la demande doit être timbrée à 1000 francs. Il dit, mais il n'y a plus de timbre de 1000 francs. Le timbre coûte 1500. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, mais tu t'adaptes à la réalité. Donc, j'ai l'impression que on n'était peut-être pas sûr que le timbre augmenterait de prix, ou alors on dit, bon, écoutez, adaptez-vous parce que nous n'avons pas d'autre solution. Majesté dit bien que dans d'autres pays, le timbre coûte 3 000, 2 000, 6 000. Mais vous avez bien fait de lui dire que là-bas, le SMIC est en augmentation et qu'on a revalorisé les salaires et qu'il y a même des avantages et d'autres primes. Mais nous attendons encore. Donc ça peut être ce choc-là dont parle le quotidien Le Jour. Je peux bien comprendre ça comme ça. Alors, peut-être avec vous, on comprendra davantage les raisons pour lesquelles les Camerounais devraient être surpris, surtout que c'est depuis la fin de l'année 2022 qu'on parlait de la hausse du prix des timbres fiscaux au Cameroun. Écoutez, les prédécesseurs ont évoqué des arguments qui me semblent être recevables. Maintenant, je crois que globalement, le problème de la cherté de la vie s'adosse à une problématique d'ordre général qui est fondamentale. C'est celle du pouvoir d'achat. Je pense qu'il
faut examiner la question du pouvoir d'achat de façon structurelle, de façon économique et de façon sociale. Globalement, il faut comprendre qu'avec le temps qui passe, il y a fatalement un surenchèrement de la vie qui peut essaimer complètement tous les tissus de production et de consommation de notre économie, ce qui fait que je crois qu'on devrait réfléchir sérieusement, n'est-ce pas, à comment mobiliser ou capter suffisamment de ressources, ou alors les ressources nécessaires qui permettraient de pouvoir booster davantage la question du pouvoir d'achat. La question du pouvoir d'achat a un impact réel sur la consommation. Je crois que c'est les débats fondamentaux qu'il faut poser. Maintenant, les augmentations qui peuvent se dérouler peuvent se justifier, c'est-à-dire que l'État a besoin d'argent, en un mot, il faut le dire comme ça, de manière triviale. L'État a besoin d'argent, l'État va le chercher là où il pense qu'il peut le trouver. Et, malheureusement, les circuits les plus ouverts, c'est les poches sociales, dans la strate sociale. Et c'est cela qui fait craindre certains observateurs qui pensent que le social peut se retrouver davantage asphyxié et cela peut perturber sérieusement la sérénité. Donc moi je pense qu'il faut il faut activer tous les leviers, à la fois les leviers de la production et également les leviers de la consommation. Parce que sinon on se retrouve, n'est-ce pas, avec un contexte économique qui est implosif et qui peut avoir des répercussions dans d'autres segments. Donc globalement, je le redis encore, la problématique du pouvoir d'achat doit être clairement posée sur la table, examinée de manière à pouvoir trouver les leviers nécessaires pour régler la question du pouvoir d'achat. Parce que on a beau dire, j'ai suivi M. Onondo tout à l'heure, parler des cas ailleurs, mais je crois qu'il faut clairement souligner aussi que c'est des cas qui existent avec ce que je viens d'évoquer, le pouvoir d'achat qui lui-même s'adosse, n'est-ce pas, à un niveau de vie avec ses référents tels que le SMIC. Donc je crois que comparaison n'étant pas raison, quand on regarde dans d'autres pays, on n'a pas le même SMIC, donc logiquement on ne peut pas faire ce type de comparaison qui soit parallèle, parce qu'on n'a pas les mêmes leviers, on n'a pas les mêmes instruments, mais je pense que nous avons des potentiels plus ou moins égaux. J'estime que nous devons être un peu plus ambitieux. Oui, Pierre, je voulais dire que lorsqu'on évoque cette question de vie chère, chez le vulgaire, comme on est lambda, c'est comment faire pour subsister. Parlez-lui de 2% de taux de machin, de 4% de taux de croissance, il n'est pas là. Il se demande, est-ce que ce que je gagne peut me permettre de gérer mon mois sans avoir besoin de quoi que ce soit? Il se pose ce genre de questions. Et on a entendu quelqu'un dire dans ce pays qu'avec 1000 francs, on peut bouillir. Mais sauf qu'on n'a pas donné le temps à cette personnalité-là de détailler. Et on ne sait pas de quel côté elle se trouvait. Parce que si on est au village, avec 1000 francs, oui, on a le grenier. Mais à Yaoundé, ce n'est pas facile. Et si on a un enfant tout au moins, et sa maman, même si ce n'est pas l'épouse, si on a une famille de 3 personnes, on fait quoi avec 1000 francs? C'est ça le problème. Les Camerounais se posent beaucoup de questions. Et du coup, ils se demandent, si la vie est chère, pourquoi c'est nous qui devons subir? Parce qu'ils sont nombreux à chercher le travail. Ils se disent, on a augmenté, sachant que nous allons déposer des dossiers à plusieurs endroits, c'est nous qui subissons. Ils se disent, entre-temps, nous voyons beaucoup de CA. La question c'est, pourquoi ne pas faire subir aussi ceux qui ont ces grosses voitures-là, de manière à ce que, si on prend aussi des exemples ailleurs, où on a vu justement en Côte d'Ivoire, où on a baissé le train de vie, et c'était visible et palpable. On a atteint le niveau où on se trouve aujourd'hui. Donc, en fait, voilà comment le vulgaire, lui, perçoit la vie chère, ou tout au moins la vie actuelle. Ça concerne tous les Camerounais. Oui, donc il faut donc une action de communication pour expliquer aux Camerounais lambda. De l'assurance et autres concernant ces véhicules dont vous évoquiez tout à l'heure. Je suggère qu'on reste avec la... Oui. Il faut expliquer aux Camerounais que, avec justement l'augmentation de certains prix, et Alain l'a évoqué tout à l'heure, j'ai envie de dire de façon mécanique, il y aura augmentation. C'est-à-dire que, peut-être non codifiée, mais une augmentation, puisqu'il y a du gré à gré dans certains domaines, vous allez voir que le gré à gré va prendre un coup. Une augmentation. Je comprends les préoccupations de Serge. Je voudrais revenir sur ce que Alain disait tout à l'heure. Lorsqu'il a effectivement, dans la recherche des niches fiscales, je crois,
qu'il a évoqué de lever ou du moins d'utiliser tous les leviers économiques dans celui de la production et celui de la consommation. Je crois que c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste parce que c'est la raison sans doute, c'est la raison pour laquelle le gouvernement de l'État du Cameroun, dans sa loi des finances sa loi des finances de décembre 2022, c'est pour cela que le gouvernement a réservé, je crois, pratiquement 136 milliards du phénomène import et substitution pour pouvoir effectivement, améliorer la production, certainement, n'est-ce pas, à partir de l'amélioration de la production, qu'on puisse sans doute, n'est-ce pas, aboutir à de nouvelles niches fiscales. Maintenant, il y a un phénomène bien simple, vous savez, Alain déjà le disait, que c'est le social qui va un peu subir, qui subit déjà le phénomène de l'inflation, étant donné que des prix montent un peu partout. Mais lorsque on regarde autour de nous, est-ce que l'État du Cameroun a suffisamment exploré les différentes niches fiscales sur le plan qui existent? Je crois que jusqu'ici, l'État du Cameroun s'est arrangé à ne pas exagérer. À ne pas exagérer parce que, vous le savez, lorsque vous sortez d'ici, et ça rejoint ce que dit un peu Serge, parce qu'il faut que les Camerounais comprennent. Lorsque vous sortez d'ici, vous rencontrez beaucoup, par exemple, les vendeurs, les étals, qui sont un peu partout, les vendeurs, n'est-ce pas, ambulants, de petites unités de production qui travaillent certainement souvent la nuit. Donc, des unités de production qui brassent assez d'argent, mais qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça, c'est dans un quartier comme celui dans lequel nous sommes, qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne sont pas, n'est-ce pas, fixés dans une sorte de niche fiscale, ne sont pas imposés, vous comprenez. Donc, le Cameroun regorge, nous parlons simplement de ce quartier, essayez de voir comment Yaoundé est grand, essayez de voir comment Douala est grand, essayez de voir toutes les autres grandes villes du Cameroun, Maroua, Garoua, Bafoussam, Bamenda et que sais-je encore. Si donc aujourd'hui, l'État, n'est-ce pas, s'arrange avec certainement les collectivités territoriales décentralisées, à désormais, n'est-ce pas, faire une sorte de croquis pour que tout le monde puisse intervenir dans la marche de l'économie. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'argent qui peuvent encore entrer. Mais comme ça touche le social, je crois qu'on est encore à un niveau de tolérance, peut-être pas tolérance zéro, mais beaucoup de tolérance pour laisser, n'est-ce pas, beaucoup développer, n'est-ce pas, leurs économies sans être imposés. Mais je crois que c'est des filières, c'est des sources, c'est des endroits qu'il faudrait... Mais l'honorable Cabral Libi a proposé pendant les discussions générales sur le budget à l'Assemblée, il a proposé d'aller fouiller chez les forestiers qui ne subiraient pas assez comme la grande masse. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il faut continuer à explorer, mais on fait juste attention à ce que le social ne soit pas gravement impacté parce que ça peut effectivement créer, n'est-ce pas, des remous qui ne sont pas toujours bien pour la marche de notre État. Nous allons rester avec la une du journal Le Jour. La petite une au pied gauche parle d'une centaine d'élèves du lycée bilingue de Bafoussam qui ont été exclus. Et justement, le chef de l'État, dans son adresse à la nation le 31 décembre, évoquait des comportements déviants qu'on a eu à observer en 2022. Alain, comment comprendre qu'au lendemain, on évoque, après le discours, on évoque encore des cas dans des établissements, on se souvient, ça n'a pas été très évident en 2022. Écoutez, Pierre Bernard, je crois qu'il faut se regarder en face, devant un miroir, pour déterminer clairement quelle est la physionomie de notre société aujourd'hui. C'est une société, j'ai envie de dire, à la croisée de chemin, entre des valeurs classiques qui ont été inculquées à des générations antérieures,
mais également des valeurs, je veux dire, des repères ou des perspectives évolutives, hein, n'est-ce pas, de l'époque contemporaine à laquelle on appartient. Je crois qu'il y a comme une espèce de recherche, n'est-ce pas, de repères essentiels. Aujourd'hui, voyez-vous, beaucoup de raisons l'expliquent, endogènes comme exogènes, il y a des sérieuses inquiétudes à se faire sur des bases fondamentales de l'éducation au Cameroun. Et je pense que ce que nous pouvons observer aujourd'hui se déroule dans tous les segments de la société. Mais il faut également relever que cela existe ne signifie pas que cela ne doit pas avoir des solutions. Mais je jette un regard davantage diagnostique pour montrer et pour indiquer que notre société est aujourd'hui vraiment exposée à une chaîne de comportements de dérive qui est assez préoccupante. Et si cela apparaît comme très majeur dans le message du président de la République d'il y a quelques jours, je crois que cela veut dire que le problème est assez préoccupant. Si on ne dira pas qu'il est grave. Vous avez vu au cours de l'année, et d'ailleurs au quotidien, qu'il y a des comportements qui sont assez bizarres dans tous les segments. Moi, j'ai vu des images qui m'ont beaucoup frappé, où des forces de sécurité se retrouvent en chien de faïence avec des usagers, avec des citoyens, au coup de poing. Je pense que c'est très dangereux quand on appartient à un État acquis ou qui ne peut plus maintenir de l'ordre public. Voyez-vous, sinon on se retrouve dans une espèce d'anarchie qui ne dit pas son nom. Je crois que cela vient de ce que précisément il y a comme une espèce de volonté manifeste d'affaiblir les instruments de l'État. Et pour un pays qui se veut une république, où l'État doit fonctionner, si vous avez des instruments de régulation qui sont, j'ai envie de dire quoi, perturbés, ou certains veulent tenter de les persécuter, c'est très très mauvais. L'ordre public doit régner. Cela est également valable sur tous les autres aspects, dans tous les autres secteurs, celui de l'éducation. Il vous souvient toutes ces scènes de bagarre, parfois qui finissent fatalement avec des assassinats. C'est dire que la ligne médiane, n'est-ce pas, où se trace la régulation sociale est complètement violée. Et je pense qu'il est essentiel de revenir à ces repères, à tous les niveaux. Nous parlerons, y compris dans notre secteur, celui de la presse, où c'est vraiment, j'ai envie de dire quoi, où c'est à volo. Je pense qu'il faut rappeler, faire des rappels, des repères essentiels, et que ces repères-là soient respectés. Et que, pour les faire respecter, qu'on soit même nécessairement appelé à mobiliser des instruments qui sont connus de manière orthodoxale, de manière classique. Parce qu'il est inconcevable qu'on soit dans une société où on ne sait plus qui fait quoi, qui dit quoi. Voyez-vous? Donc lorsque vous prenez le cas de ces élèves qu'on a expulsés dans un établissement, mais j'ai envie de vous demander, mais pourquoi en est-on arrivé à la centaine? Écoutez, vous et moi, nous avons fait des études où on nous fouettait. Voyez-vous? Nous avions encore ce qu'on appelle les instruments de dissuasion. Bon, aujourd'hui, on vous dira que la pédagogie a évolué, mais écoutez, les évolutions ne tournent pas le dos à l'histoire, à des parcours historiques qui ont fait leurs preuves, voyez-vous. Donc, je pense que nous devons rester très attachés à ce que moi j'appelle la crème de base, dans tous les secteurs. Si vous prenez le secteur de notre société de manière globale, il faut que les gens savent ce que c'est que la loi. La loi est dure, mais ça reste la loi, voyez-vous. Que les gens sachent jusqu'où ils peuvent aller et jusqu'où ils ne doivent pas aller, voyez-vous. Sinon, ça devient du n'importe quoi. Je crois qu'il y a quelques illuminés négativistes qui rêvent à une société de Capharnaüm où vraiment rien n'est respecté. Excusez-moi, moi j'ai pour culture et éducation de respecter ce qui doit être respecté, de dénoncer ce qui doit être dénoncé, donc, à tous les égards, voyez-vous, pas simplement sur un côté et non dans l'autre. Voyez-vous, il y a des avatars dans tous les secteurs et ça doit être dénoncé sérieusement. Et je vais finir peut-être par là. Je crois que autant on doit dénoncer ce qui est trivial aujourd'hui, vous ne pas dire dénoncer et condamner, autant il faut mettre l'accent sur les souches. Et dans le cadre des souches, vous avez la nécessaire éducation de base.
n'est-ce pas, qui commence par le socle social, qui est celui de la famille. Il faut que les gens soient essentiellement portés vers ces valeurs, qui doivent s'accompagner d'autres instruments de véhicules sociaux, tels que la religion, tels que la culture, tels que les traditions. Aujourd'hui, il y a une espèce de pervertissement de ces repères, de ces référents, qui fait en sorte qu'effectivement, on peut être amené à se préoccuper. Si le président de la République relève le problème de l'incivisme, pour ne prendre que ce cas, ça veut dire que le mal est profond, voyez-vous. Et il faut l'endiguer dès maintenant, parce qu'on appartient à un contexte implosif, n'est-ce pas, avec l'avènement d'un ensemble d'instruments exogènes, notamment dans notre secteur, celui de la communication, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tout le monde se mêle de tout le monde parle de tout le monde dit n'importe quoi. Mais le problème, c'est que tout le monde n'a pas la même capacité de discernement, voyez-vous. Et c'est très dangereux, c'est très préoccupant. Et c'est nous, les agents sociaux, qui avons des repères, qui connaissons un ensemble de référents, qui devons véhiculer ces messages, ces messages cardinaux pour que nous ne nous éloignions pas de la voie qui est la voie, la voie classique, la voie de base, la voie de référence. Parce que quand vous assistez, on en reparlera, hein, moi parfois j'ai froid au dos quand je regarde la télévision, quand j'écoute la radio, je me pose la question si c'est ce métier auquel j'appartiens. Dans le même siège, Serge, le chef de l'État évoquait ceux-là qui blaguent avec la fortune publique. On peut s'inquiéter, ou alors on peut penser qu'en 2023, il y aurait des interpellations dans ce sens-là. Avant de répondre à votre question, me permettrait de dire un mot sur justement ces indisciplines dont parle le jour en petite une. Je vais vous dire quelque chose. Ma fille est née dans un établissement de la place. Alors j'ai regardé ses travaux lors des premières séquences. J'ai voulu entrer en contact avec certains enseignants où elle avait des moyennes en deçà de 10. Elle m'a vu 2 fois dans son établissement. Elle n'a pas hésité à me dire que je suis le père le plus présent dans son établissement. J'ai dit comment ça? Elle dit c'est le constat fait par tous ses camarades de classe. Or j'étais arrivé 2 fois et j'ai demandé à rencontrer 2 enseignants. Ça veut dire que, le surveillant général, lui, m'avait félicité. Il disait que très peu de parents prenaient la peine de venir rencontrer les enseignants des élèves. Et les enseignants en question que j'ai rencontrés étaient très contents de savoir que le parent les cherchait et essayait d'échanger avec eux sur la situation des enfants. Parce qu'il disait, on a l'impression qu'on nous a abandonné les enfants. Lorsqu'on est en contact avec un parent, ça nous donne le courage d'avoir de l'ascendance sur l'élève. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est derrière un enfant. Moi, la petite une me pose un problème parce que c'est une communauté, c'est la société. Quand on exclut 100 enfants, on les envoie où? Mais ils restent dans la société. Pourtant, en allant à l'école, c'est la société. C'est une chaîne. Mais maintenant qu'on les enlève d'un pan de la chaîne de socialisation, on les envoie où? On les laisse à eux-mêmes parce qu'en fait, les parents continueront à vaquer à leurs occupations. Ils sont abandonnés à eux-mêmes, livrés à la télévision maintenant 24/24, à leur chaîne de choix. Et c'est compliqué. Et ça me pose un problème de conseil d'orientation. À quoi servent les conseillers d'orientation? Et puis regardez, un établissement de 5000 élèves, vous avez un conseiller d'orientation ou 2. 2 conseillers d'orientation pour un établissement de 5000. Que peuvent ces fonctionnaires? Quel est leur rôle? Je me pose des questions. Ils ont eu l'expérience professionnelle quand? Quand vous regardez leurs âges, même pour la plupart, ils sont jeunes. Ils ont à peu près les âges des élèves de terminale de ces établissements. Ça devient compliqué. On a l'impression qu'on est en train de traverser une étape délicate. Il faut bien réfléchir sur cette étape. Parce qu'on ne peut pas renvoyer 100 élèves d'un établissement sans explication. Indiscipline, oui, c'est l'échec. L'échec de qui? Il faut donc chercher. Mais en même temps, il faut récupérer cette centaine d'élèves. Ce ne sont pas des enfants qu'on doit laisser dans la nature. Ce sont des Camerounais qui ont droit à l'éducation. C'est un droit inaliénable de l'enfant. Donc, dire qu'ils n'auront plus droit à l'éducation parce qu'ils ont été renvoyés de l'école pour indiscipline, alors je crois qu'on court vers un procès international. Oui, parce qu'ils ont droit à l'éducation. Avant que Serge n'intervienne sur le second aspect, je crois que c'est un aspect tellement important
Et Serge, certainement, il est spécialisé dans l'éducation. Et pour cela qu'il a relevé, n'est-ce pas, tout ce qui fait problème. Et ça fait problème, ça fait mal, tout comme ce que Alain disait. Parce que nous tous, nous sommes des parents. Nous sommes des parents. Et vous savez, moi je suis le président national des parents. Et c'est tellement embêtant. C'est tellement embêtant pour deux choses. D'abord, quand on voit que 100 élèves doivent être, ça je le disais, on les estirpe, n'est-ce pas, d'un milieu pour les jeter. Parce que l'exclusion, c'est généralement la forme la plus définitive dans un cadre réglementaire bien déterminé. Ça veut dire que lorsqu'on arrive à l'exclusion, on n'a pas pu trouver la solution. On a tout fait, n'est-ce pas? On n'a pas pu trouver la solution. Et maintenant, s'il faut mettre ces enfants à la disposition, n'est-ce pas, des réseaux sociaux et de la vindicte populaire sur le plan, n'est-ce pas, du comportement anarchique, je ne sais pas ce que ça peut donner. Ça, c'est pour exclure autant de personnes, il faut vraiment réfléchir. C'est la raison pour laquelle les différents problèmes que l'éducation du Cameroun, c'est vrai, les parents cherchent les moyens, n'est-ce pas, pour l'éducation de leurs enfants. Ce qui fait que, généralement, il y a des insuffisances dans l'encadrement et dans le suivi quotidien des enfants. Parce qu'en fait, c'est là où interviennent souvent certaines insuffisances. Dans le suivi quotidien, il y a, parce que nous sommes appelés à chercher de l'argent, à monter, à descendre, on peut souvent, n'est-ce pas, ne pas toujours, on rentre tard, on ne peut toujours pas, n'est-ce pas, regarder ce que l'enfant a fait à l'école. On peut souvent être convoqué, on n'arrive pas, n'est-ce pas, à temps par les encadreurs de nos enfants. Donc, il faut toujours, effectivement, que les parents fassent une très grande discipline, une plus grande activité d'encadrement, n'est-ce pas, des enfants, parce que les enfants sont ce que nous avons de plus cher. En passant, puisque les problèmes de discipline et d'indiscipline se sont toujours posés, nous avons conçu, ça c'est une information que je voulais mettre à votre disposition, une sorte de carte patriotique. La carte patriotique a été conçue par un parent d'élève, il est venu de Konsamba, il est venu, n'est-ce pas, proposer ça au Bureau national des appels. La carte patriotique, c'est l'hymne national du Cameroun, en français et en anglais. C'est les explications de la devise nationale, c'est les explications de certains symboles nationaux sur le fonctionnement. C'est même les explications, n'est-ce pas, de notre hymne national. C'est un certain nombre de thèmes liés, n'est-ce pas, au réarmement civique, patriotique et moral, n'est-ce pas, des Camerounais. Et que désormais, c'est ce que nous allons proposer et que nous avons déjà commencé à proposer, qu'il y ait cette carte patriotique dans chaque classe, dans chaque établissement, dans les salles des professeurs, dans les bureaux des encadreurs, et même, n'est-ce pas, au niveau, parce que nous avons déjà reçu une suite presque favorable au niveau, n'est-ce pas, des forces de sécurité, donc à la gendarmerie, à la police. Donc je crois que le réarmement moral est très important. Comme le disait Alain, c'est très important pour nous tous. Pourquoi? Parce que la démocratie dans laquelle nous vivons, est-ce que c'est la démocratie qui fait que l'expression libre, n'est-ce pas, de chaque individu, au-delà, n'est-ce pas, de cette expression libre qui doit être certainement canalisée, qui doit respecter les avis des uns des autres, est-ce que l'anarchie de cette expression ou l'extraversion de cette expression ou le comportement soit très conservateur, soit très anarchique de l'expression de chaque individu met en mal la démocratie. La démocratie, on le sait, même aux États-Unis, la démocratie n'est pas en sécurité. Vous le savez, on en parle aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, aux États-Unis, dans le Parlement, le Congrès américain, il y a problème. C'est un problème de démocratie. Les États-Unis sont le pays où on estime que la démocratie est consacrée. Mais au moment où nous parlons, il y a des problèmes, n'est-ce pas, de démocratie. Donc la démocratie n'est jamais une fin en soi. La démocratie est une conquête permanente. La démocratie est une perfection, peut être parfaite chaque jour. Et la démocratie demande, n'est-ce pas, la collaboration, n'est-ce pas, de tous les citoyens
une bonne collaboration, n'est-ce pas? Dans le bon sens. Dans le bon sens. Une bonne collaboration Une dans bonne le bon sens. collaboration dans le bon sens. On décrit le comportement des enfants, mais aussi Voilà, de je certaines voudrais dire élites que qui c'est puisent une dans les caisses information, de c'est une l'État. information à prendre au sérieux par le gouvernement parce qu'il y a des partenaires comme l'UNICEF qui investissent pour que les enfants et les couches vulnérables aient droit à l'éducation. Et il y a des réformes dans ce domaine. Nous sommes en train de leur dire que pendant qu'ils se battent à ce que l'enfant qui est également au Cameroun ait droit à l'éducation, qui est un droit inaliénable, dans un point du Cameroun, on se bat pour retirer 100 parmi eux qui n'auront pas droit, dont on viole leurs droits. Et c'est Mais si ce dangereux. sont des enfants qui sont violents, qui ôtent la vie aux enseignants, vous pensez qu'à un moment donné, Il y a la on prison devrait pour pas... mineurs, il y a le quartier mineur. Et au quartier mineur, je peux vous dire, par exemple, pour ce qui concerne la prison centrale de Kondengui, c'est un centre de réinsertion. On va à l'école. À Kondengui, il y a une école, c'est un centre éducatif. Voilà, Des gens on présentent évolue, des examens là-bas. on évolue Oui, avec oui. ceux qui puissent dans les caisses de l'État. Bon. Ils ont également leur place à Kondengui. Ben, c'est des sujets délicats et difficiles parce qu'en fait, quand on me demande si on va arrêter, moi, j'ai encore le programme des audiences au TCS. Il y a des audiences chaque jour au TCS. Et lorsqu'on va dans des tribunaux, il n'y a pas un seul jour sans audience. Donc, est-ce qu'il faut un jour particulier ou un événement particulier? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que lorsque je regarde des noms des gens qui défilent au TCS, c'est des gens que nous connaissons. Ou alors on veut un événement particulier, je ne sais pas. Et toujours, il y a des audiences, ça prend peut-être du temps, mais il n'y a pas de jour sans audience au TCS. La une du journal Essingan, justement, nous parle de la fortune publique. Les prédateurs voués à l'enfer. C'est l'enfer, Alain? Bon, disons que c'est une image, c'est une figure de style qui nous est propre dans la profession. Je pense que c'est une perspective qu'il faut dérouler. Il faut la dérouler si bien qu'il faut sauver notre société. Nous avons parlé tout à l'heure d'un sujet lié à l'économie. L'État a besoin de ressources. J'ai indiqué à mon humble avis les possibilités de captation que l'État essaie de dérouler. Je crois que je suis d'accord avec Patrick, c'est ça? Oui, absolument. Effectivement, où des niches de production sont assez diversifiées, sont assez nombreuses, et dans un contexte marqué par, j'ai envie de dire quoi, une économie informelle, j'appelle ça ici, il faut bien qu'on trouve les moyens de trouver de l'argent. Ce qui est sûr, c'est que l'État a besoin d'argent, l'État a besoin d'assez d'argent. Et l'État ne peut pas faire des efforts dans ce sens pendant que d'autres se vautrent, pendant que d'autres pensionnent. Non, non. J'ai même envie de dire qu'on ne devrait même pas arriver jusque-là. On a trop tardé. De ma petite expérience, j'ai un parcours professionnel qui m'a amené vers cette administration-là, où on fait la traque sérieuse à tous ceux qui sont des véreux sur la fortune publique. Ça nous a valu, dans cette démarche, beaucoup de colibets, qui durent jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il faut avoir le courage de protéger l'État. Il faut avoir la force et la conviction de protéger les institutions de la République. Et si le discours le plus élevé, qui est celui du chef de l'État, se pose sur ce schéma axial, a fortiori, si c'est d'autres niveaux inférieurs. Non, il faut minimalement une logique de dissuasion et de répression. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement tourné vers l'ordre. Une logique de dissuasion et de répression soit articulée de manière systématique. Vous savez, dans certaines sociétés, ces types de pratiques, n'est-ce pas, sont voués à des traitements extrêmement durs, parfois jusqu'à ôter la vie. Quand vous allez dans les pays du Moyen-Orient, il y a des attitudes qui ne sont pas acceptables. Le vol, par exemple, hein, que ce soit même au niveau social, au niveau étatique, il faut faire très attention quand vous allez dans les pays du Moyen-Orient. On en vient même parfois à vous appliquer ce qu'on appelle la charia. On vous ampute un membre rien que parce que vous avez volé. Donc il faut faire très attention. J'estime que ce qui relève de l'intérêt général, c'est-à-dire vous et moi et celui qui nous regarde en ce moment à la télévision, doit être protégé. Non seulement doit être protégé, mais parce que cela garantit l'avenir. Voyez-vous? Donc effectivement,
les pensions qui sont faites par certains compatriotes du fait de leur position, moi je l'ai toujours dénoncé, la question de la féodalisation du patrimoine de l'État. Il faut que cela s'arrête. Il faut qu'on trouve tous les moyens, il faut qu'on aille au-delà des discours. Moi j'estime même, ça je le disais tout à l'heure, on parle du TCS. Est-ce que le TCS a les moyens matériels, structurels nécessaires pour pouvoir, j'ai envie de dire quoi, neutraliser tous ces cas qui sont nombreux. Moi, je pense qu'il faut renforcer les pouvoirs de cette juridiction, que cette juridiction puisse d'ailleurs s'étendre, c'est pas sur tout le territoire, je veux dire, sur toute la structure judiciaire de notre pays au niveau du territoire national. Je pense qu'il faut réfléchir dans ce sens, parce que les exactions ne se déroulent pas simplement dans les grandes métropoles, voyez-vous. Notre administration est déconcentrée. Aujourd'hui, on parle de décentralisation. Je crois qu'il y a des ressources un peu partout. Et quand vous regardez les comportements des uns et des autres, parfois vous posez des questions. Quelqu'un a un poste de responsabilité, il ne voit pas le pays avant, il voit son intérêt d'abord. C'est très préoccupant. Donc je pense que c'est un secret pour le Chinel, c'est une porte qui est largement ouverte. Moi d'ailleurs, je suis très ému à l'idée de voir souvent comment ces batailles se transportent dans la presse, où les gens font preuve d'une mauvaise foi patente et évidente pour des questions d'intérêt. J'ai le bonheur de faire de la communication des organisations, notamment au niveau des institutions. Je suis encore très triste et très marqué par les batailles que nous menions à l'époque pour faire passer des messages qui étaient clairs et simples. Comment en face, nous avions des confrères qui recevaient beaucoup de ressources pour tenir le discours contradictoire. Et c'est extrêmement, j'ai envie de dire quoi, c'est extrêmement dangereux dans une société qui veut se construire. Finalement, à qui la faute? Si on veut traquer, moi j'ai encore cette sortie du président de la République à l'époque, je crois que c'était dans les années 80, les années 2000, où au détour d'un événement national, je crois que c'était un recensement, un aîné confrère lui a posé l'action de savoir s'il s'est fait recenser. Vous vous rappelez encore de son courroux ce jour. Il a à peine balayé d'un revers de la main la question qui lui a été posée par le journaliste. Et c'est là, n'est-ce pas, qu'il avait commencé à donner le ton avant que ce message ne soit amplifié lors de la rencontre politique du congrès du RDPC. Non, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Et il faut qu'on soutienne celui à qui on a donné, n'est-ce pas, ces instruments. Maintenant, on veut diluer le combat. On veut diluer le combat en voulant l'indexer. On veut diluer le combat en essayant de le rendre vulnérable. Finalement, qu'est-ce qu'on pense? Qu'on va régler ce problème comment? En venant faire des règlements de compte sur les plateaux de télévision, en occultant le débat, en diluant la pertinence des instruments, de la dynamique, non seulement de dissuasion, mais de répression qui soit se dérouler. Non. On tourne en rond pour rien. Je n'ai pas le sentiment qu'on fait du mal au président de la République, on fait du mal aux Camerounais. Donc je le dis parce que quand j'écoute les plateaux à la radio comme à la télévision, c'est pas ce qu'on veut exactement. Parce que, Pierre Bernard, pour mener un combat, il faut des instruments. Il faut des instruments. Ces instruments, c'est la régulation. Ces instruments, c'est la justice. Ces instruments, c'est les sanctions. Il n'y a pas de magie. Le problème n'est pas le président de la République, à mon sens. Il n'y a pas de magie à ça. Si vous affaiblissez les institutions, vous affaiblissez les instruments, il y a un problème. Il y a un sérieux problème parce que, c'est comme je le disais tout à l'heure, lorsque des facteurs qui viennent fragiliser l'ordre établi, vous avez un policier qui ne peut pas s'imposer, qui est parfois obligé de se défendre, lui, l'individu, plutôt que l'institution, que la force publique. C'est très préoccupant. Vous avez un usager qui peut descendre et vouloir tabasser quelqu'un qui porte la tenue. C'est très grave. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils ont des formations requises pour pouvoir neutraliser physiquement. Et encore qu'ils puissent avoir cette formation et que ces formations puissent avoir été bien assimilées. Parce que moi, je me pose la question, comment on fait pour tabasser un policier alors qu'il a ses collègues à côté? C'est une image qui fait froid au dos. Non, je veux dire que les instruments, il faut renforcer les instruments de régulation, il faut renforcer les instruments de répression et il faut appliquer les sanctions quand cela est nécessaire. Plutôt que de diluer le débat
en trouvant d'autres arguments, tel est ceci, tel n'a pas fait ceci, tel est vieux, tel doit partir. C'est des conneries, ça, voyez-vous. On ne règle pas de problème de cette façon. On règle le problème en s'accordant qu'il y a un problème, on a fait le diagnostic, maintenant il faut une thérapeutique. Et cette thérapeutique, c'est ce que j'appelle les instruments de régulation et de répression. Il faut les renforcer quand ils ont quelques défaillances, quand ils ont quelques faiblesses, pour que force revienne à la loi. Pour que force revienne à la loi, c'est à travers cette expression de notre cher invité Alain Amasoka que nous allons prendre la transition pour revenir sur le plateau, justement avec la thématique de cet après-midi. De retour sur le plateau avec la thématique de cet après-midi. Il y a un peu plus de 24 heures, la presse a annoncé plus de 3000 décès comme bilan de l'année 2022 dans un communiqué publié par le ministère des Transports. Une information qui a été relayée sur des réseaux sociaux, dans certains médias. Malheureusement, le ministère n'a pas publié un rapport et aujourd'hui, on est embarrassé. Qu'est-ce qui se passe finalement? Bon, je ne reviendrai pas sur ce que disait Alain tout à l'heure, parce que je vais chuter par la question que vous me posez. Il faut soutenir les institutions, il faut soutenir la légalité, la légitimité, il faut soutenir la démocratie. Je me félicite de la posture de Alain et de la bonne foi de Serge, parce que nous sommes dans un pays où Alain le relevait, et c'est ce qui vous pousse à me poser cette question. Il y a des esprits véritablement malveillants qui donnent des informations qui peuvent être des informations qui ne sont pas justes, qui peuvent être des informations qui créent, n'est-ce pas, des remous dans l'opinion publique. Alors, vous l'avez dit, des informations sont sorties avant-hier. L'UNICEF n'a pas confirmé. Je crois qu'il y a une information contradictoire. Je crois qu'on parle plutôt de 963 accidents, au lieu de 3000 accidents, au lieu de 3000 morts ou quelque chose comme ça. Donc je crois que il faut que les gens sachent que vous, les journalistes, parce que heureusement que vous êtes tous ici, qu'on sait que vous êtes des journalistes, vous avez une mission d'éducation vis-à-vis de l'opinion de vos citoyens, de nos citoyens. Vous êtes des objecteurs de conscience. C'est-à-dire que vous ne devez pas, parce que on vous a, il faut utiliser le terme comme au quartier, on vous a acheté, on vous donne de l'argent pour dire n'importe quoi, que ce soit dans la presse écrite ou que ce soit dans la presse parlée ou la presse audiovisuelle. C'est des choses qu'il faut éviter. Lorsqu'on a décidé d'être journaliste, on a décidé, n'est-ce pas, d'être un éducateur de la société, on a décidé de dire la vérité, n'est-ce pas, aux citoyens, on a décidé, n'est-ce pas, d'aider les citoyens, n'est-ce pas, à améliorer leur cadre de vie. Donc, cette question qui vous est retournée, parce que c'est une question qui vous concerne en premier lieu les journalistes, qui doit faire en sorte que vous soyez, n'est-ce pas, à même de vous poser les questions essentielles et d'amener tous les autres à poser ces questions essentielles. Pourquoi sommes-nous journalistes? Qu'est-ce qui fait que nous soyons journalistes? Qu'est-ce que nous voulons, n'est-ce pas, en faisant, n'est-ce pas, le journalisme? Ce sont des questions essentielles. Ce sont des questions qui peuvent nous aider dans notre société, dans la marche de la société. Et je crois que vous avez des syndicats, il y a des syndicats, il y a des différents syndicats. Je crois que les problèmes peuvent être résolus soit au niveau des syndicats, soit au niveau des associations, mais surtout, n'est-ce pas, autour, n'est-ce pas, des gens véritablement sérieux. La société camerounaise en a besoin. C'est ce que je voulais dire, n'est-ce pas, comme premier jet.
Serge, cette information, vous étiez certainement au courant. Sommes-nous encore sérieux, nous les journalistes? Ben, je n'ai pas d'appareil de mesure du sérieux. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que même le démenti du ministère des Transports a été mal repris. Parce que lorsqu'on dit, le ministre du Transport dit que le rapport de 2022 n'est pas disponible. Je vois encore à la une, moins de 963 décès en 2022. Voilà. C'est de quel rapport? Donc, on demande encore avec... Le ministre du Transport dit, nous n'avons pas encore rendu, publié le rapport de 2022. Mais vous lisez encore, moins de 963 décès en 2022, selon les indicateurs. Lesquels? Et là, il parle d'indicateurs. Et ceux qui ont publié les 3000 décès en 2022, je peux citer Sécuroute, parce qu'en fait, c'est des articles abondamment relayés. Qui est Sécuroute? Est-ce un partenaire légal du ministère des Transports dans le domaine de la sécurité et de la prévention routière? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un de crédible également? Est-ce que je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on veut renier Sécuroute aujourd'hui parce qu'il a anticipé sur une publication des chiffres? À la vérité, il y a beaucoup de questions. Mais honnêtement, j'ai passé un coup de fil à un confrère qui est l'auteur d'un des articles, justement, ayant parlé de 3000 morts. Il m'a dit qu'il voulait parler de 2021 et que ce n'était qu'une erreur de frappe. Et on peut lire la bonne foi du quotidien Émergence, du journal Émergence, qui demande pardon au ministre des Transports, qui reconnaît que oui, il n'y a pas eu. Mais il faut évoquer Sécuroute. Ça, il faut l'évoquer et se poser la question, quel est le rôle de Sécuroute dans la politique de prévention et de sécurité routière au Cameroun? Est-ce que Sécuroute est une ONG qui, pour publier ses rapports, doit s'appuyer sur le gouvernement? Est-ce que forcément le rapport de Sécuroute doit être identique à celui du gouvernement? Surtout quand beaucoup soupçonnent justement que les chiffres au Cameroun soient politisés. Donc il y a beaucoup d'interrogations. Et du coup, comme nous sommes à un moment où on annonce des mouvements, du coup, la phrase devient rituelle. Il y a des ennemis tapis dans l'ombre pour ternir l'image de X ou de Y. Donc il y a des interrogations qu'il faut se poser plutôt que de jeter l'opprobre. Parce que là, on est en train de mettre les journalistes sur le banc des accusés. Pourtant, ils ont eu des sources. Allez demander donc à celui qui a dit moins de 963 décès en 2022 selon des indicateurs. Mais quels indicateurs? Au-delà de la profession... Le ministère des Transports ne travaille pas seul. Au-delà de la profession, vous êtes au quotidien dans la collecte, le traitement et la diffusion ou la publication des informations au regard de ce qui se fait jusqu'ici par le ministère des Transports. Les descentes inopinées, la gendarmerie nationale, la police et autres. Nous avons vécu il y a un peu plus de 2 ans des incidents on a parlé du triangle de la mort. Est-ce qu'en 2022, même sans être journaliste, on peut penser qu'on ait eu des accidents près de 3000 au Cameroun? On peut tout penser, parce qu'on n'est pas partout à la fois. Il y a des accidents déclarés, il y a des accidents non déclarés. Je ne pense pas qu'on déclare tous les accidents de la circulation. Il y a des familles qui préfèrent prendre rapidement en attendant que les autorités administratives viennent faire les constats. Les familles prennent et passent à l'élimination. Peut-être qu'on va dire oui, il y a eu quand même, on a vu 2 ou 3. Bon, vraiment, on peut je n'ai pas envie de dire que ce n'est pas possible, mais je n'ai pas envie de dire qu'on est arrivé à ce niveau. Parce que je ne voudrais pas en même temps qu'on discrédite les efforts du gouvernement en matière de prévention et de sécurité routière. Surtout quand on voit le grade de ceux qui vont sur le terrain en tant qu'hommes en tenue. Quand vous voyez tout un général aller sur un axe, mener les phases de sensibilisation, on se dit ça atteint un très haut niveau et puis ça devrait porter des fruits. Je connais quelqu'un qui disait, quand ces hauts gradés n'étaient pas là, je gérais les autres qui me stoppaient. Parce qu'il suffisait que je présente ma carte. Mais là, c'est difficile. C'est vrai. Ces colonels-là sont devenus très compliqués et ils ne prennent pas l'argent. L'argent est reversé au trésor public. Il dit qu'il fonctionne en sachant que ça peut... Donc, je voudrais dire qu'il
il y a bel et bien une politique. Et il faut faire très attention. Lorsqu'on donne ce genre d'informations, vous avez demandé si on est sérieux. Si on n'est pas sérieux, c'est un problème. Si on est sérieux, on gagne. Parce que si on n'est pas sérieux, nous sommes liés par exemple en international. J'aime bien les rapports que nous avons parce que lorsque nous arrêtons un budget, nous tenons toujours compte de tout cela, nos relations avec nos partenaires. Ils investissent beaucoup. Et nous sommes liés à l'international, je crois, à 9 conventions. Ce n'est pas petit. Il ne faut pas penser que nous avons signé ces conventions ou nous les avons ratifiées pour blaguer après. Mais maintenant, si ce n'est pas 3000 et que c'est 963, nous devons relayer la vérité. S'il y a eu le pardon, et s'il y a eu la bonne foi de la publication du droit de réponse, je crois qu'on peut tenir la main de celui qui est sur le banc des accusés et lui dire ne refais plus jamais ça. Sache que c'est un sujet délicat. Lorsqu'on parle du nombre de morts sur les actes routiers, ça peut avoir un effet psychologique sur même les touristes. Parce qu'en fait, on croit qu'on reste seulement dans les transports, mais en fait, avec ce genre d'informations, on peut avoir de l'impact et des conséquences négatives dans d'autres domaines. Beaucoup d'autres, je pense au tourisme, pour ne citer que cet exemple. Alain Sage évoquait la délicatesse de cette information qu'on juge d'un intérêt particulier et très important. Et il a, dans son argumentaire, cité une source. Est-ce qu'au regard de l'importance d'une telle information, l'on ne devrait pas confronter certaines sources avant de donner l'information au public? Vous posez la problématique générale du métier du journaliste. Écoutez, Pierre Bernard, par où on prend ce problème? J'ai entendu beaucoup de choses être dites. Par quel bout on prend le problème? Est-ce qu'on le prend par le bout du métier de journaliste? Est-ce qu'on le prend par le bout du travail des instances habilitées, notamment le ministère des Transports et d'autres organes qui peuvent exister? C'est une question extrêmement complexe. Moi, je peux la prendre par les bouts que je pense pouvoir maîtriser. D'abord, la presse. Nous le disons avec emphase, on doit faire très attention sur la question de la publication d'une information. C'est le problème de fond de notre métier. La particularité aujourd'hui ou la caractéristique générale à l'observation, c'est la légèreté. Les informations sont publiées de manière très légère. Et cela parce qu'il n'y a plus, n'est-ce pas, toute la charte de rigueur professionnelle qui devrait pouvoir s'appliquer. Donc j'estime qu'il y a un gros effort à faire là-dessus. Je vois un peu ce rétropédalage de certains confrères. Non, on ne peut plus faire une information pour publier une information. Et puis, c'est vrai qu'il y a des mécanismes pour essayer de rectifier. C'est vrai que le journaliste peut se tromper. Mais il faut faire très attention avant de publier une information. Il faut faire très attention. Il faut s'entourer de toutes les précautions déontologiques en la matière avant de publier une information. C'est le lieu d'indiquer ici, n'est-ce pas, que tous ceux qui pratiquent ce métier, qu'importe quelle est leur origine de base, ils doivent connaître les critères pour publier une information. J'ai le sentiment aujourd'hui que les bases fondamentales sont ignorées par beaucoup de confrères ou ceux qui se présentent comme tels. Lorsque vous publiez une information de cette nature, il y a la problématique des sources d'information. Où avez-vous pris l'information? Déjà, il faut le dire. Quand vous l'écrivez, ça s'appelle le sourcement. Il faut sourcer votre information pour crédibiliser votre information. Qu'importe les techniques d'accroche ou d'appel pour que vous puissiez capter les attentions, mais c'est essentiel. Quand vous donnez une information, il faut la sourcer. C'est minimal dans notre métier. Ceux qui ne le font pas ne sont pas professionnels. Je suis désolé. S'ils ne l'ont pas appris, qu'ils l'apprennent. C'est aussi simple que ça. Regardez les médias de référence. C'est ce qui se fait. Une information est donnée, on la source. Alors, vous dites 2000 morts. Accident de circulation au Cameroun en 2022. C'est quoi la source? Première question, on ne la voit pas. Enfin, si vous l'avez vu, vous me dites. Hein. Donc, c'est une erreur. C'est évoqué Sécuroute. Si on va... Je pose d'abord la question. Première chose. J'ai le sentiment qu'on a même timidement donné la source d'information. Tout à fait. À partir, on donne timidement la source d'information parce que justement, elle peut poser un problème de crédibilité. Je dépasse le premier niveau de la source. Maintenant, la source elle-même, si elle existe, il y a plusieurs sources d'information. Mais les sources qui doivent être à retenir, c'est des sources crédibles. Et une source crédible, c'est quoi? C'est une source, d'abord, qui a ce qu'on appelle la validité professionnelle. Monsieur Coignet, vous êtes dans une chaîne de télévision,
je crois que pour que vous puissiez servir une information à l'antenne, il y a quand même un travail de base élémentaire qui est celui de la préparation, à la fois pour la production, à la fois pour la rédaction. Mais ces gens qui s'autoproclament subitement, j'ai envie de dire quoi, organes existants, êtes-vous sûr du type de fonctionnement qu'ils développent dans leur activité professionnelle? Je ne pense pas. Alors, si on parle justement d'un organe, j'ai envie de dire quoi, lambda, pour ne pas citer celle que Serge est en train d'indiquer, ça pose un deuxième problème. C'est l'habilitation de la source d'information. Parce qu'en matière d'information, il faut savoir qu'il y a des critères qui sont fondamentaux, parmi lesquels l'habilitation, la compétence. Est-ce que cet organe a l'habilitation pour délivrer une information? Cela pose des problèmes de validation, cela pose des problèmes, j'ai envie de dire quoi, d'existence légale. Je pense que c'est un problème lié à la régulation qui doit être menée par l'institution de tutelle. Et je crois qu'en la matière, des dispositions réglementaires existent. Donc quand je parle d'habilitation, c'est parce que tous ces instruments s'imbriquent là-dedans. C'est comme vous, vous êtes un média, mais vous avez l'habilitation parce que vous avez procédé à un ensemble de préalables réglementaires en la matière. C'est pour cela que vous pouvez mettre à partir de votre télévision. Alors, si les gens veulent développer des pratiques professionnelles et qui n'ont pas reçu l'habilitation, et quand bien ils l'ont reçu, la régulation doit pouvoir se poursuivre sur votre activité professionnelle pour qu'on voie s'il y a eu, n'est-ce pas, des disparités, des égarements, et pour qu'on vous rappelle à l'ordre d'une manière ou d'une autre. Donc là, j'estime que le rôle de l'institution de tutelle est fondamental, le ministère des Transports. C'est pour ça qu'on parle de sources officielles. Si des sources secondaires existent, il y a minimalement ce qu'on appelle une source officielle. Et là, il y a le troisième problème qui apparaît, après celui de l'habilitation. C'est celui de la responsabilité sociale, la responsabilité institutionnelle ou bien étatique. Vous êtes une administration, vous savez que vous devez établir un rapport. Vous savez, dans notre métier, en matière de communication, la communication a horreur du vide, a horreur de l'absence. Dans notre métier, ça je le sais, vous ne communiquez pas, on fait quoi? On communique à votre place. Et en général, contre vos intérêts. C'est une maxime, c'est connu. C'est connu dans notre métier. Donc, il y a la question de la responsabilisation, la responsabilité. Si vous devez faire votre journal, monsieur Coignet, à 20h sur CAM10, si vous ne faites pas votre journal, on va penser que vous êtes absent et on va dire autre chose que ce que vous aurez dit à 20h dans votre journal. Donc, les gens ne doivent pas penser que c'est des fantaisies. Si vous devez produire un rapport, il faut le faire. Alain, même sur les réseaux sociaux, on retrouve ce rapport du ministère des Transports concernant l'année 2021 qui a été publié, je pense, au mois de mai ou au mois de juin. Comment comprendre qu'au mois de janvier, qu'on ait le rapport 2022, alors que le rapport de 2021 a été publié au mois de mai ou au mois de juin? Écoutez, je répète... Probablement, le rapport de 2022, c'est difficile qu'on ait ce rapport en janvier. Pourquoi difficile? Pourquoi c'est difficile? Les additions? Non, Si en 2021, on a eu le rapport de 2020, oui. Il y a 5 mois. Oui. En 2022, on a eu le rapport de 2021, il y a 5 mois. Ce ne sont pas les élections, je voulais pas. C'est vrai que la question est là, mais ce ne sont pas les élections pour dire qu'il faut dépouiller, ce sont les additions. L'année se déroule de camp à camp. C'est élémentaire, sauf si on veut refaire l'année. Non, c'est pour ça que je parle de responsabilité. Et dans la responsabilité, il y a également le respect des délais, ce qu'on appelle la notion de la temporalité. Non, je vous ai dit par une image simple, en prenant votre métier, votre journal c'est à 20h. Si vous faites un journal à 21h, si vous n'êtes pas en breaking news, ce n'est plus votre journal. Je suis désolé. Dans tous les métiers, il y a des réflexes. Je suis désolé. Dans tous les corps de métier, il y a des réflexes. Donc, un rapport est annuel, a une durée, a une échéance. Mais organisez-vous pour respecter l'échéance. Aussi simple que ça. Pensez pas bien que l'année va devenir une année parce que vous avez publié 5 mois après. Non, c'est une erreur, c'est une maladresse. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut publier à temps. Parce que la question de la ponctualité est fondamentale dans la rigueur professionnelle. Voyez-vous? Et c'est cela qui crée donc, j'ai envie de dire quoi, ces disparités, ces amalgames, ces confusions.
simplement parce qu'on ne respecte pas les référents professionnels. Moi, je suis extrêmement rigoureux quand j'essaye de travailler, quand bien même je suis en difficulté. Il semblerait que le journal aurait pris l'information de 2021, peut-être dans la confusion quand que c'est... Oui, mais parce qu'il n'y avait pas l'information de 2022. Non, moi, je refuse parle. même d'excuser le journal. Attendez, sauf s'il lit mal. Même vous qui avez les lunettes, vous lisez assez bien. Attendez, un rapport de 2021 doit-il ou peut-il être confondu à un rapport de 2022? Ça veut dire que vous avez manqué, j'ai envie de dire quoi, de rigueur professionnelle. Ne me dites pas que c'est écrit en chinois. Un rapport de 2021 est un rapport de 2021. C'est-à-dire que le document a un intitulé. À défaut, vous faites ce qu'on appelle les recoupements. Vous faites ce qu'on appelle des vérifications en journalisme. Non, encore que c'est même écrit 2021. Donc pas besoin. Donc, cette, j'ai envie de dire quoi, cette maladresse ou cette erreur involontaire, entre guillemets, me semble être de très très mauvaise foi. Du coup, on peut se poser la question de savoir quels sont les véritables mobiles de diffusion de cette information. Moi, mon problème le plus élémentaire, c'est que nous puissions nous accorder, je ne fais que le dire, ce terme, ce générique, sur les fondamentaux de base. Dans notre métier, on doit s'accorder sur les fondamentaux de base. L'un des premiers fondamentaux, c'est qu'on ne diffuse pas une information n'importe comment. Je sais qu'il y a la concurrence, si vous voulez, on en parle après, des autres médias, ce qu'on appelle les nouveaux médias, ce que vous avez désigné par réseaux sociaux, mais un journaliste responsable doit éviter de se mettre sur une pression ou sur une rivalité qui peut être malsaine. Parce que l'information, la marque déposée de l'information, c'est quoi? C'est la crédibilité. Si vous publiez une information qui est fausse une fois, deux fois, vous n'êtes plus pris au sérieux. C'est pour cela que si vous regardez les études, si on faisait des études d'impact psychologique sur les cibles, vous remarquerez que la plupart, il y a près de 800 titres aujourd'hui, mais vous remarquerez que dans les modes de consommation, les habitudes de consommation de la presse, les gens, si vous faites une étude d'enquête là-dessus, vous allez remarquer que les gens lisent sans croire, quand ils peuvent même lire. D'autres ne lisent même pas, effleurent, c'est-à-dire aperçoivent, n'est-ce pas, notamment au niveau des titrailles. Ça, c'est la conséquence de ce que, précisément, il y a le phénomène de l'information légère. Serge, moi, nous avons travaillé il y a beaucoup d'années dans un média, il le sait, j'étais très rigoureux là-dessus. Pierre Bernard, vous n'avez pas le droit de publier une information qui est fausse. Si votre information est fausse, et là j'aborde un autre aspect qu'on n'évoque pas beaucoup, Patrick parlait des instances de régulation. Quelles sont-elles? Quelle est leur influence? Est-ce qu'elles jouent leur jeu? Parce que ces instances-là également doivent jouer leur rôle. Pas simplement quand des personnalités sont attaquées. Voyez-vous, le Conseil national de la communication doit être regardant. Les syndicats doivent être regardants. Les rédactions doivent être consolidées, densifiées par la présence de professionnels. Le métier lui-même, il doit être attrayant. Il faut régler les problèmes de fond du métier. Parce que quand les gens s'amusent avec ce métier, moi je l'ai toujours dit, ben écoutez, c'est comme la cuisine, Pierre Bernard. Si vous achetez de la nourriture et vous lésinez sur les moyens pour faire la cuisine, à la consommation, le repas sera infect. Avec les dégâts que l'on peut comprendre, que l'on peut imaginer. C'est le même phénomène dans la presse. Parce que justement l'environnement n'est pas bien organisé, parce que les fondamentaux ne sont pas respectés, et parce que les acteurs ne veulent pas utiliser leur rôle, ne veulent pas jouer pleinement leur rôle, et parce que l'État ne veut pas protéger la presse. Voilà le résultat. Des résultats qui ne nous honorent pas davantage. Donc, on vite fait penser qu'il y aurait un agenda caché pour déstabiliser le ministère des Transports. Est-ce qu'il s'agit simplement de déstabiliser le ministère des Transports? Je crois que ça va au-delà du ministère des Transports. Lorsque Alain a évoqué la diversité et la pluralité des erreurs commises par, n'est-ce pas, les différentes presses, il faut dire que ça va au-delà du ministère des Transports. Et il s'agit, n'est-ce pas, du cadre général de fonctionnement qui doit davantage subir beaucoup plus de professionnalisme de la part de ceux des professionnels qui sont concernés. Il s'agit des problèmes de conscience personnelle d'abord et de conscience collective. Donc pourquoi? Parce que Serge et Alain également l'ont dit,
le journaliste, c'est l'éducateur de la société. Et il faut donc faire très attention au moment où notre société connaît une certaine effervescence sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan local ou international. Nous sommes un pays jeune, il y a beaucoup de jeunes ici au Cameroun, donc il faut que ça guide, que notre guide, vous, donc les journalistes, vous êtes une sorte de guide, n'est-ce pas, de la société. C'est pour cela qu'on parle de vous comme quatrième pouvoir, les autres pouvoirs étant les pouvoirs que vous connaissez tous. Donc, Majesté, une seconde, j'ai peur d'oublier. Ça me rappelle quand le Cameroun préparait la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il y a un président de la CAF, le président de la CAF, qui disait « Moi, je ne suis pas au pays pour savoir si vos chantiers évoluent ou pas. C'est votre presse, c'est vos journalistes qui disent que ça n'évolue pas. » Donc, c'est sur cette base que nous tenons des réunions ici. Donc, je disais que nous sommes liés à l'international par, je crois, 9 conventions, j'ai peur de me tromper. Voilà, donc, ce n'est pas seulement le ministre des Transports. Oui. Donc, on ne pense qu'on aille au-delà des personnes, de la personne du ministre des Transports. Mais c'est l'image de notre pays. Qu'est-ce que nous présentons? Parce que dans les représentations diplomatiques, il y a ce qu'on appelle les revues de presse qui remontent. Et qui remontent plus loin même, qui vont dans les pays d'origine. Donc, c'est au-delà de la personne du ministre des Transports. C'est ça, pour mesurer, n'est-ce pas, la qualité de la démocratie dans notre pays. Ça dépend également, n'est-ce pas, de la presse. Je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi sommes-nous journalistes? C'est pour paraphraser un peu le président Paul Biya qui disait un jour, qui citait les Camerounais, pourquoi sommes-nous journalistes? Qu'est-ce qui nous rend fiers d'être journalistes? Qu'est-ce que nous voulons, n'est-ce pas, de notre pays? Ça, je crois que c'est des questions qu'on peut légitimement vous poser. Qu'est-ce que vous, les journalistes, vous voulez de votre pays? Est-ce qu'il faut jeter ce pays à l'anarchie? Est-ce qu'il faut que ce pays, n'est-ce pas, rejoigne le peloton des pays où l'anarchie, ou bien faut-il que nous soyons mieux organisés? Parce que en réalité, le journaliste passe le temps à critiquer, et c'est la critique qui est constructive, qui passe le temps, n'est-ce pas, qui peut amener la société à mieux s'amender, à mieux, n'est-ce pas, à mieux être dirigée. Je crois que je suis par contre content parce que je sais que les Camerounais, c'est pas des erreurs qui peuvent, n'est-ce pas, faire en sorte que le travail que vous faites déjà, le bon travail que vous faites déjà, soit complètement dilué par les brebis galeuses, parce qu'il y a des brebis galeuses dans toutes les professions. Je reste convaincu que le travail que vous faites, c'est un travail qui va connaître, n'est-ce pas, un avenir meilleur. Je reste convaincu qu'au Cameroun, il y a de bons professionnels, et c'est pour cela que tout à l'heure, je me félicitais de retrouver sur le plateau Serge et Alain, qui sont effectivement des journalistes de référence, parce que, ayant, n'est-ce pas, fait leur preuve dans les différents milieux où ils évoluent, et beaucoup d'autres, et vous-même, donc il y a des journalistes qui peuvent, n'est-ce pas, aider la société camerounaise, n'est-ce pas, à mieux se construire, aider la société, n'est-ce pas, à mieux être éclairée, parce que c'est le travail que vous faites, parce que on ne peut pas, par contre, n'est-ce pas, vous limiter, vous devez être libre. C'est pas vous que la société peut bénéficier, peut profiter, n'est-ce pas, d'avoir une société encore plus émancipée. Donc, c'est pour cela que le travail que vous faites est un travail extrêmement important. Et moi, je crois, j'ai confiance, n'est-ce pas, aux professionnels. Je crois que les brebis égarées, ça existe partout. Les dérapages, ça existe partout. Mais dès que c'est passé, il faut toujours retrouver, n'est-ce pas, le chemin de la liberté. Il peut aussi y avoir des erreurs. La deuxième partie de mon histoire sur le président de la CAF pour montrer l'importance enfin, l'intérêt de la vérification de l'information. C'est que un responsable, je crois bien que c'était le président de la CAF, qui était toujours sur Radio France Internationale, face à un journaliste camerounais qui disait que les stades du Cameroun ressemblent à des champs où on peut chasser des rats. Oui, des rats palmistes. Le président de la CAF dit, attention, les stades que moi j'ai visités sont du standard international. Je n'ai vu ça car il a cité le nom du pays. Parce qu'il était venu. Exactement. Et c'est lui maintenant qui dit à l'autre, non, il faut vérifier. Il a dit au journaliste sur le plateau, il dit non,
Ce n'est Moi, pas je vrai. sors du Cameroun. Voilà. Les stades C'est que que j'ai vous- vérifiés, C'est pas il n'y en a pas. C'est le standard de la Coupe du Monde. le confrère qui a publié cette information de toutes les façons ce jour accordé le droit de réponse au ministère des Transports qui sera à coup sûr à respecter et validé. Justement, ça peut arriver qu'on confonde une information, bon, même si à un moment donné, on se pose des questions. Il est 14 heures et passé de 30 minutes. Serge, merci d'être venu sur le plateau. Merci. J'ai eu tout le plaisir d'échanger avec les téléspectateurs, que j'imagine très nombreux, et avec les aînés ici. C'était un plaisir de les retrouver. Merci pour les retrouvailles. Alors, c'est un plaisir surtout que le thème imposait votre présence sur le plateau de On refait la presse. Je suis content, mais je repars avec un peu de soif. Je reste sur ma soif. Vous savez, parler de notre métier est passionnant, est préoccupant, est captivant, est exaltant. Et je crois qu'on doit parler assez de ce métier, parce que comme le disait Patrick tout à l'heure, on a une responsabilité sociale qui est évidente, qui est très élevée. Moi, je plaide pour que ce métier s'exerce sur les fondamentaux classiques et que ces fondamentaux-là soient imposés par la régulation, par la structuration de l'existence de la profession, mais également par la responsabilisation individuelle de ceux qui ont choisi d'exercer dans ce métier. Je pense que vous devriez faire de nombreux, c'est une suggestion, de nombreux plateaux qui abordent des sujets qui concernent la presse, tant il est vrai que vous vous intéressez à l'actualité. Il y a des sujets, il y a des pans, il y a des volets qu'il faut aborder à nouveau et aborder régulièrement, parce que le fait de leur tourner le dos, ça aggrave le mal. Vous voyez par exemple les dérives qu'il y a avec les nouveaux médias aujourd'hui, vous voyez les dérives qu'il y a même avec les médias classiques, en termes d'opinion, en termes de discours. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, j'ai envie de dire quoi, qui ne sont pas normales en un mot, que la profession n'accepte. Oui. Je vous parle par exemple des dérives langagières. Il y a des discours. Vous savez, l'État est obligé de débarquer là-dessus avec des instruments de régulation tels que des textes législatifs, tels que des lois, ainsi de suite, des dispositions réglementaires. Mais la régulation corporatiste devrait déjà commencer à faire ce travail. Vous avez sur les plateaux de télévision des gens qui tiennent des propos qui sont inacceptables sur les plateaux de télévision, Mais on à laisse la passer. radio. Ça, c'est impensable. Je veux bien croire la notion de démocratie qu'évoquait tout à l'heure Patrick, mais il a plutôt fait lui-même de parler de la qualité de la démocratie. Non, il y a des choses qui ne doivent pas se faire, même à travers les médias. Parce que la régulation existe, y compris et surtout dans les médias, parce que notre responsabilité sociale est extrêmement délicate. Nous avons un rôle, parler d'éducation effectivement, retour à ces leviers fondamentaux de la presse, information, éducation, divertissement. J'ai même envie de dire, en reliance sociale, ce sont des piliers de notre métier. Ceux qui entrent dans ce métier doivent le savoir. Comme disait Serge tout à l'heure, ça a des impacts pluriels. Il a évoqué l'aspect de l'image. C'est extrêmement important. Moi, je suis un professionnel de la communication au-delà d'être journaliste. L'image, c'est fondamental. Une petite photo vous détruit et vous sape tout un pays comme un jeu d'enfant. Une petite phrase. Vous avez vu là, c'est quasiment une demi-phrase. 2000 décès en 2022 de suite d'accidents de circulation. Voilà l'information. À 3000, je veux dire. Voilà l'information. Vous voyez comment une demi-phrase peut impacter l'image de tout un pays. Je laisse parler de corollaires dans des secteurs comme le tourisme. Donc, nous qui voulons ou qui avons choisi ce métier, vraiment, il faut qu'on évite les fantaisies. Et moi, j'en appelle à la responsabilité de ceux qui ont les médias pour qu'ils aient des bons professionnels et que les rédactions puissent avoir de très bons professionnels. À défaut, que l'institution de tutelle ou les instances de régulation puissent avoir le regard, les moyens et surtout les capacités coercitives de pouvoir ramener les gens à l'ordre, que d'observer ce qu'on observe. Vous êtes sanctionné le lendemain,
c'est à peine si vous n'êtes pas en train de vous moquer de l'organe de régulation. Ben, Finalement, où en est-on? Merci. Où sommes-nous? Merci infiniment, Majesté. Oui. Patrick, merci d'être Deux derniers venu. mots, c'est ça, merci. Responsabilisation individuelle et responsabilisation collective, tel me semble être, n'est-ce pas, les mots qui peuvent aider.